les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc nouvelle destination. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours que vous avez faits sur ma précédente vidéo, celle sur Lausanne. Alors je sais que ça a pas mal commenté, ça a pas mal discuté dans les commentaires. C'est très bien, ça m'a permis de corriger cette vidéo. Donc d'ailleurs, si vous regardez celle-là, c'est que j'ai déjà publié la correction de la précédente vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en tout cas. Et ben voilà, je tenais à vous remercier, donc tout simplement, et à vous dire de continuer comme ça. On est plus de 150, donc c'est magnifique pour moi, c'est top. Nouvelle destination, la Moldavie. C'est parti! Me voici enfin arrivé à Chisinau. Situé entre la Roumanie et l'Ukraine, je me trouve dans une ancienne république soviétique, la Moldavie. Je vais y rester une semaine durant laquelle je serai logé en ville et en campagne. Alors pour découvrir un maximum de choses, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Mon voyage en Moldavie, ça commence avec vous et c'est maintenant. Commençons la visite avec le plus beau et le plus ancien parc de la ville, ouvert en 1818, le parc central Stefan Shelmar, anciennement appelé parc Pouchkine, en l'honneur du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine. C'est un lieu de promenade et de rencontre très apprécié où vous trouverez l'allée des classiques avec une succession de 25 bustes de grands écrivains et poètes moldaves. Situé à proximité de l'Assemblée nationale et de l'Arc de Triomphe, construite en 1841, je vous amène à présent dans l'un des plus importants monuments de Chisinau, la cathédrale de la Nativité. Consacrée le 15 octobre 1836, elle est constituée d'une église et de son clocher volontairement séparés. À l'époque soviétique, l'intérieur du bâtiment était recouverte de chaux blanches jusqu'à la fin des années 90, où la cathédrale fut décorée de magnifiques dorures ainsi que de nombreuses icônes. Et voilà, on continue la promenade, j'espère que ça vous plaît. On est en plein dans le week-end de la fête nationale, donc le 27 août c'est la fête de l'indépendance en Moldavie. Donc il y a encore des petits stands un peu partout, il y a pas mal de gens à l'extérieur. Donc je me trouve actuellement près de l'opéra de Chisinau. Donc apparemment à l'intérieur c'est super beau, mais malheureusement il n'y a pas de représentation aujourd'hui. Mais il y en a pas mal, hein. Il y a notamment le lac des Cygnes, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, on continue la promenade. Allez les petits loups, c'est pas tout ça, mais c'est le moment de manger. J'ai décidé de m'installer juste à côté de l'opéra justement pour déguster un pain donc, avec de la crème fraîche. Alors je vais vous montrer ça. J'ai pris pour ce premier repas un chicken creamy pour 57 lei, soit environ 2,80 €. J'en profite pour vous montrer les tarifs de quelques plats de ce restaurant, très bien placé et vraiment sympathique. Alors, je vais vous filmer ma première impression. Je vais goûter cette soupe. C'est avec du poulet et du champignon. Franchement, c'est très bon. Le pain se mange, tout se mange. Hein. Regardez. Nous voici au parc Valea Morilor, qui est aussi appelé le lac Komsomolski par la population locale. Le parc est très apprécié pour son grand lac et ses grands espaces verts où les Moldaves aiment se détendre, se balader à vélo ou encore courir. Très différent des autres parcs de la ville, Valea Morilor possède des fontaines accompagnant une cascade d'eau descendant tout au long de magnifiques escaliers qui ont été rénovés en 2016. Fait historique,
des archéologues moldaves ont découvert des fragments d'un squelette de mammouth au fond d'un ancien lac dans le parc Valea Morilor. D'ailleurs, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo un squelette entier d'un autre animal mort il y a des millions d'années découvert dans un petit village du pays, alors restez bien avec moi. Que serait la visite de Chisinau sans la visite de son musée national pour découvrir un peu plus son histoire? L'entrée au musée m'a coûté 35 lei, soit environ 1,70 €. Le musée national d'histoire de la Moldavie fut fondé en 1983 sur la base des collections du musée d'État du pays et du musée de la gloire militaire. Depuis 1991, le musée englobe les collections de quelques musées dissolus suite à l'écroulement du régime soviétique, tels que le musée de l'amitié du peuple, le musée de l'athéisme scientifique ou encore le musée d'histoire du Parti communiste de la Moldavie. Autant vous dire que vous allez trouver beaucoup d'objets anciens très différemment exposés, mais sans avoir des univers bien précis pour les mettre en valeur. Ce que je trouve d'ailleurs dommage parce que j'avais parfois l'impression d'entrer dans une salle d'exposé d'école plutôt que d'un vrai musée. Mais soyons clairs, pour le prix, ça vaut quand même le coup d'y aller et de s'y attarder un peu. Certains objets ont quand même attiré mon attention durant la visite, comme cet ancêtre de nos appareils photo réflexes en bois, ou encore cette superbe imprimante 3D, mais sur papier. Pour finir, nous voici devant le panorama intitulé Yashi Chisinau, qui représente des scènes de bataille de la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve à présent près du Musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle de la Moldavie. Le bâtiment de style oriental est le plus grand et le plus ancien musée de Moldavie. Le fondateur et directeur du musée pendant les années 1889 à 1907 a été le baron Alexandru Stuart, professeur de zoologie mais aussi le premier directeur représenté sur un timbre moldave. J'ai payé 65 lei pour l'entrée, la vidéo et la photo, soit environ 3,20 €. L'histoire du musée commence en 1889, lors de l'organisation d'une exposition agricole et industrielle. La richesse des sols moldaves est mise en valeur à travers différentes photographies, et d'ailleurs on peut déjà le voir en avion, avec cet océan vert de terre cultivée. Le musée a progressivement développé son activité en créant des collections reflétant l'histoire naturelle, la nature contemporaine, l'évolution de la société humaine et la culture traditionnelle sur le territoire de la Bessarabie, nom désignant tour à tour plusieurs territoires des anciennes principautés roumaines situées entre le Prut et le Dnest, devenu plus tard République de Moldavie. Aujourd'hui, le musée est de plus en plus populaire auprès des touristes grâce à ses riches collections d'environ 135 000 pièces qui touchent différents domaines. On va retrouver des traditions comme les œufs qu'on va peindre et décorer pour Pâques, ou encore le kolac, une brioche typique de la cuisine roumaine et moldave qui se présente sous forme de tresse. On va retrouver aussi de l'artisanat avec l'art de la fabrication de tapis moldaves et la broderie des vêtements traditionnels. Vous allez retrouver aussi des outils agricoles, des ustensiles de cuisine et des instruments de musique. Une partie est consacrée aux animaux naturalisés tels que des oiseaux et même à la paléontologie avec une grande variété de fossiles. La fierté du musée est le squelette intégral d'un mammifère herbivore, l'ancêtre de l'éléphant d'aujourd'hui, âgé de 7 millions d'années, le Denatorium, une grosse bébête pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres de haut. Les différents univers sont très agréables à visiter avec un très joli décor. Ce musée est pour moi un incontournable à ne rater sous aucun prétexte durant votre séjour en Moldavie. Mes petits loups, on change un peu d'ambiance. Là, je me trouve dans une maison typique moldave. Donc, je vais vous montrer quelques éléments. C'est très très intéressant, c'est très rustique et très joli. Mais là, tout d'abord, on va manger un peu. Donc, c'est parti.
Attention, préparez-vous à baver. Les repas moldaves sont très garnis et très copieux. Du poulet frit, des salades de tomates, du zama, une sorte de soupe de légumes très populaire, du chigir, un mélange d'entrailles de porc, cœur, foie, poumon et viande, et bien sûr le plat incontournable du pays, la polenta de maïs appelée mamariga, qui se coupe avec un fil, et en été, elle sera aussi accompagnée de grillades. Important à savoir, lors d'un repas moldave, on trinque à chaque fois que son verre est vide. Et on ne le fait pas avec de l'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes maintenant prévenus, alors buvez avec modération. Allez, on retourne de suite visiter notre maison de campagne. Ici, on utilise beaucoup les tapis. Tapis au sol, tapis sur le canapé et même tapis sur les murs. Donc, autant vous dire que quand vous passez l'aspirateur, vous en avez pour un petit moment. Le tapis est utilisé pour deux raisons. Tout d'abord, la décoration, mais aussi l'isolation de la maison. Souvent, dans les maisons de campagne, on va trouver des anciennes poêles comme ça, qui datent de moins de 30-40 ans, qui va servir aussi le matin pour réchauffer son café. En entrant dans une maison de campagne, vous aurez carrément l'impression de remonter le temps. J'ai découvert des objets très anciens datant pour la plupart des années 50. On va retrouver des broderies, enseignées aux filles dès leur plus jeune âge, qui est aussi l'un de leurs passe-temps préférés à la campagne, la cave avec bien sûr le stock de boissons, vin ou vodka maison, différents bocaux de légumes confits qui vont servir à la préparation de soupe en hiver, le puits qui va servir à arroser le jardin, du miel ou encore des tournesols appelés anti-stress dont on va manger les graines. Et pour finir, le plus important, le chien de garde. Bisous Tigane. Je me trouve actuellement dans le domaine de Manuk B. Alors, je ne pourrai pas vous filmer avec mon appareil photo parce qu'il considère que c'est professionnel et qu'il faut payer 500 lei en fait pour une heure. Donc, on va éviter de le faire. Mais par contre, avec le téléphone, ce n'est pas interdit. Donc, chose aberrante, mais on va faire comme ça. Donc, désolé d'avance pour la qualité de l'image, mais je vais vous mettre quand même quelques images. Voilà. Ça vous coûtera 80 lei pour l'entrée dans ce domaine, soit environ 4 €. Le manoir de Manuk B est un palais moderne et est situé dans la ville de Hentschest, au sud-ouest de Chisinau. La construction du palais a commencé en 1857 et s'est achevée en 1861. Il a été construit par Alexander Bernardazzi, le plus célèbre architecte de Moldavie, et appartient depuis plusieurs décennies à la famille Marzayan, descendante de Manuk B. Purée, il y avait même de la chicha à l'époque. Vous imaginez? La chicha, quoi. Le musée a ouvert dans les années 1970 et il abrite plus de 20 000 objets appartenant à plusieurs membres de la famille du prince. Là, je suis dans les sous-sols. En fait, ils sont malins parce que pour nous pousser à prendre un guide, il n'y a pas vraiment d'explication sur les salles et les tableaux. Les habitants racontent que l'élément le plus extraordinaire du domaine est l'existence d'un réseau de communication souterraine. Aujourd'hui encore, des découvertes ont révélé des murs en briques créant des circulations, mais nul ne sait où mènent ces réseaux, ni combien de mystères et de secrets ils recèlent. Nous voici arrivés dans la plus célèbre cave à vin de Moldavie, Krikova. Pour 350 lei, soit environ 17 €, un véhicule vous emmènera dans un labyrinthe souterrain de 120 km, plongé en grande partie dans le noir complet. La profondeur à laquelle les caves sont situées, en fonction du relief, varie entre 35 mètres à l'entrée à 80 mètres, et certaines branches des caves sont encore en agrandissement. Des tunnels ont existé sous Krikova depuis le 19e siècle, quand le calcaire a été miné pour construire la ville de Chisinau. Vous allez découvrir l'histoire de Krikova dans un petit cinéma tout en dégustant un délicieux verre de vin mousseux. En 1952, le problème des zones de conservation et de vieillissement du vin fut soulevé en Moldavie. Deux personnalités de la viticulture moldave ont proposé l'utilisation des galeries de gisement de Krikova, d'où a été extraite la pierre de construction.
Dans cette partie de la cave, plus d'1 million de bouteilles sont mis au repos et sont retournées quotidiennement à la main de 45 degrés afin d'éliminer les impuretés. Contrairement à certaines entreprises vinicoles, dans les installations de stockage de vin de Cricova, il n'existe pas de système de climatisation ou de ventilation artificielle. C'est le microclimat naturel qui régule la température de production et de vieillissement des vins de haute qualité. On va aussi faire escale dans un petit musée où on va retrouver des outils et différents vestiges gréco-romains qui ont été découverts durant les fouilles de la cave. La suite nous mènera dans la section la plus importante où sera stockée certaines collections de bouteilles très intéressantes, vous allez voir. Toutes les bouteilles qui sont exposées dans cette partie sont commercialisées, à plus de 90% à peu près sont commercialisées, mais on va rajouter les étiquettes au dernier moment pour éviter que l'humidité abîme justement les étiquettes. Lorsqu'un président vient dans ces caves, on lui offre une partie pour qu'il puisse stocker leurs bouteilles. Et regardez qui j'ai trouvé. Voici la plus ancienne bouteille qui date de Jérusalem en 1902. Faut dire que ça c'est du cru. Et même du grand cru. Cette bouteille de 120 ans inestimable est la plus ancienne de la collection de Cricova. Attention, message aux gentils patrons, si vous cherchez l'endroit idéal pour organiser vos réunions ou faire des conférences, il est possible de réserver des tables pour la dégustation de vin dans différents univers de salles très sympathiques. Là, c'est sûr, plus personne va rater la réunion du lundi matin. Je vais maintenant vous présenter 3 monastères très jolis et incontournables lors de votre visite en Moldavie. Je me retrouve près du monastère Hâncu, qui est situé à peu près à 1 heure de Chișinău. Le monastère est divisé en 2 parties. Une grande partie où on va faire des messes plus en été et une autre plus petite où ce sera réservé pour les messes d'hiver. Elle sera chauffée. Le monastère a été construit en 1678 par le seigneur Mihai Hâncu, suivant le désir d'une de ses filles qui a exprimé le désir de devenir nonne. Durant son histoire, le lieu a changé plusieurs fois son utilité, devenant monastère pour hommes ou même sanatorium en 1978. Mais depuis 1992, l'édifice a retrouvé sa vocation initiale de monastère pour femmes. Le site comprend aujourd'hui une maison de retraite ainsi que la résidence officielle de l'évêque local. Je suis dans le monastère, je ne parle pas fort parce que ça va résonner dans tous les sens. Malheureusement, à l'extérieur c'est très joli, mais la construction n'est pas finie. Il reste encore les peintures à faire, les statues, etc. Ce que je trouve d'ailleurs dommage, car le lieu est magnifique, mais faute de moyens financiers, le bâtiment reste inachevé. Le monastère Hâncu reste néanmoins un des mieux aménagés et des plus visités de Moldavie. Nous voici à l'endroit où on fait les baptêmes pour les personnes un peu plus âgées, hein, c'est pas pour les bébés. Donc on met la personne directement dans l'eau et elle prend un bain, tout simplement. Avec un prêtre, bien sûr. Avec un prêtre. Lors de votre visite dans cet endroit très apaisant, vous croiserez certainement des nonnes pour vous guider ou alors en train de cultiver leur champ de légumes. Là, je suis un petit peu plus loin de Chișinău et je me trouve à côté d'un monastère qui est tout simplement magnifique, le monastère Cârci. Ce monastère fut fondé en 1773. Ses murs blancs et rouges nous donnent l'impression qu'il jaillit des arbres qui l'entourent. Comme beaucoup de monuments religieux, le monastère a traversé des moments très compliqués sous le régime soviétique. Jusqu'en 1999, il est dans un état déplorable, quasiment en ruine, faute de moyens financiers. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour et visiter l'intérieur du monument.
Il faudra attendre les années 2000 pour que de grands travaux de rénovation soient finalement achevés, afin de redonner à Kürki son aspect original et flamboyant. L'intérieur aussi va vous surprendre avec ses peintures et toutes ses dorures. J'ai vraiment adoré cet endroit et l'effet waouh est garanti. Le monastère est d'ailleurs très visité et de nombreux pèlerins y viennent pour les fêtes de Pâques. La beauté du monastère en fait aujourd'hui un lieu très apprécié par les Moldaves pour leurs photos de mariage. L'enceinte du domaine est elle aussi agréablement décorée avec ses fleurs et son jardin. Troisième et dernière escale, le monastère Capriana. La première référence significative date d'un document publié en 1429, qui donnait à Capriana le statut de monastère royal au nom d'Alexandre le Bon. Le nom du grand prince est évoqué dans plusieurs légendes relatives au monastère Capriana. Selon l'une d'entre elles, en revenant d'une bataille acharnée avec les Tatars, Étienne et ses troupes firent halte dans une clairière au milieu de la forêt séculaire. D'un coup, il vit une biche, en roumain Caprioara, pourchassée par un loup. Cette scène l'émut fort et il fit construire dans cette clairière un monastère appelé Capriana. Mon voyage se termine et ne parlant pas la langue, je tiens d'avance à m'excuser pour mon accent ou la mauvaise prononciation de certains noms et lieux. Je précise aussi que les 3 monastères que nous venons de visiter sont en accès libre et gratuit. Merci Moldavie pour ton accueil et ton hospitalité. Et voilà mes cocos, j'espère que ce voyage vous aura plu. S'il y a des informations supplémentaires à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas, on est encore en temps de Covid, donc pour vos voyages, protégez-vous. Ciao ciao!